10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. L'idée de cette réforme, c'est de libérer une partie de l'ISF pour pouvoir qu'il y ait plus d'investissement productif. Ce qu'on appelle l'investissement productif, c'est investissement dans des entreprises qui vont du coup pouvoir innover, créer de l'emploi. Et vous êtes sûr que donc, ce patrimoine-là sera bien utilisé et en ce qui concerne, compte tenu des convictions que je viens de vous dire, j'ai choisi de le faire dans un fonds il y a une dizaine de fonds qui font ça en France, donc je vais le faire dans un fonds qui se consacre plus particulièrement à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à aider à grandir des entreprises qui ont un but de solidarité, d'environnemental, social. Mais ce don est défiscalisé ou pas? Ce don, comme toutes les entreprises, comme tout... D'abord, c'est pas un don, c'est un placement. C'est un investissement. Voilà. Donc, il obéit à toutes les règles habituelles d'investissement en France. Il n'y a pas donc, de plus défiscalisation. Sur les... Non, là, les dons sont défiscalisés. Oui, après, les fonds d'investissement, non, vous investissez de l'argent, mais ce que je souhaite, c'est le faire sur des entreprises qui font de la solidarité de voisinage, font de la solidarité avec les personnes en difficulté, embauchent des jeunes, ont une politique environnementale, c'est ça qui m'intéresse. En fait, à la limite, c'est pas tellement l'histoire de ces 49 000 euros qui est importante. Ce qui est important, ce sont les 5,9 millions d'euros qui sont sur des placements financiers, des assurances vie. Et c'était là l'esprit de la réforme de l'IFI, c'était de dire on ne taxe pas l'argent qui permet de créer de la richesse. Mais personne, en réalité, n'a la garantie que des sommes qui sont placées sur des assurances-vie participent réellement de l'investissement en France. Alors, est-ce que vous en êtes certain? L'assurance-vie, il y a une majeure partie qui sont sur les obligations, notamment les obligations d'État. Là, il y a une réflexion en cours avec des parlementaires, justement sur comment, dans le cadre de la réforme de l'ISF, donc il y a des débats qui commencent dans 15 jours là-dessus, il pourrait y avoir un véhicule qui permet de mieux cibler sur effectivement l'investissement productif sur l'ensemble des placements, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour développer l'emploi, on a besoin de plus d'entreprises, notamment des PME et des TI, qui aient accès au capital pour innover et créer des emplois. Pouvez-vous préciser ce point, Madame Pénicaud, quand vous dites un véhicule qui permettrait de mieux cibler, ça c'est intéressant. Les travaux n'ont même pas commencé, mais quel est l'esprit, quel est l'objectif recherché? L'idée, c'est qu'il faut pas... De même que le travail doit payer, l'argent ne doit pas dormir, il doit servir. C'est qu'un moyen, l'argent. Il ne faut pas en faire une idole, mais c'est un moyen pour pouvoir innover dans la technologie, innover dans les approches consommateurs et donc créer de l'emploi, exporter et créer de l'emploi. Donc il faut favoriser ce mouvement et donc il y aura des travaux là-dessus. Réorienter l'argent de l'assurance vie vers l'investissement plus productif. J'en sais rien, je sais juste que c'est beaucoup trop tôt, mais dire qu'à l'occasion de la réforme de l'ISF, c'est l'occasion de se poser la question comment dynamiser un véhicule qui encourage finalement à l'investissement productif, parce que nos PME, nos ETI manquent de capital en France. Même si on a progressé sur le capital risque, elles en manquent encore et c'est clé pour créer de l'emploi demain. Allez, on avance, Nicolas Barré. Lors de ses vœux, Emmanuel Macron avait repris, vous savez, la fameuse formule de Kennedy, demandez-vous chaque jour ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, il y a quelque chose d'un peu provoquant dans cette formule, s'agissant des Français, puisqu'on paye déjà, on est déjà au summum des prélèvements obligatoires. Donc, qu'est-ce que vous attendez de plus des Français? Je crois qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a énormément de gens qui ont envie de contribuer, ont envie de participer. Je pense notamment le secteur associatif. On a quand même 13 millions de bénévoles en France, c'est fou dans les associations. L'autre jour, j'étais sur l'île de Saint-Martin qui a été complètement dévastée par l'ouragan. Il y avait des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des jeunes de quartiers vraiment en difficulté qui se sont mobilisés d'eux-mêmes pour déblayer, pour déménager, pour aider. Voilà, je crois que tout le monde a envie d'avoir une utilité sociale. Enfin, tout le monde. La grande majeure partie des Français, ils ont envie d'être utiles socialement. Ils le font déjà. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on raisonne toujours dans ce sens-là. Moi, j'avoue que je suis très fière, très heureuse, humblement, de pouvoir mettre mes 40 ans d'expérience du secteur public, associatif et entreprise au service de l'intérêt général de notre pays. Et je vois plein de gens comme ça. Donc, tout ce qu'on peut faire qui encourage ça, et c'est pour ça aussi qu'il faut pas raisonner la protection seulement comme une assistance, mais aussi comme une solidarité. Et la mission que j'ai confiée à Jean-Marc Borrello, qui rendra ses travaux dans quelques jours ou semaines, va nous permettre de regarder comment on développe toute cette dynamique d'insertion, que ça soit, par exemple, dans les associations comme Nos Quartiers, Nos Talents ou Mosaïque RH, on voit des dizaines de milliers de gens qui sont prêts à être parrains de jeunes. Moi, j'aimerais que sur les
les 1 million de jeunes qui vont aller dans le plan de transformation compétences, si on pouvait trouver 1 million de parrains qui sont des entrepreneurs, des cadres, qui les aident, en plus des dispositifs de formation, et ça c'est la responsabilité publique, mais qui les aident à prendre pied dans ce marché du travail, dans cette vie adulte. Je pense que c'est tout cet appel à la solidarité qui, je pense, est énorme et dans notre culture et qu'on peut encore développer. Muriel Pénicaud, nous allons marquer une deuxième pause, mais très brièvement, si vous voulez bien. La question du SMIC, un rapport d'experts vous avez été remis en décembre, préconisant d'abandonner les revalorisations automatiques. Est-ce que c'est un sujet tabou ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Alors, il y a eu ce rapport de Gilles Berset et de la commission d'experts. Nous avons décidé donc d'augmenter de 1,4% le SMIC au 1er janvier. Donc ça fera un peu plus de 20 euros par mois en début d'année, un peu plus de 30 euros par mois en fin d'année pour chaque SMICard. Alors après, sur le fond, ce que ce rapport met en lumière, c'est qu'il y a des liens entre le SMIC, la productivité, la compétitivité, l'emploi. Bon. Ensuite, comme vous m'avez déjà entendu sur le sujet, moi je suis prudente. Ne pas augmenter le SMIC peut aider l'emploi. De toute façon, on n'envisage pas de ne pas avoir d'indexation du SMIC en France. Il faut que le SMIC continue à évoluer. Après, pour moi, j'ai dit qu'il fallait être très prudent et qu'il fallait prendre son temps de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 600 000 de nos concitoyens qui sont au SMIC, c'est 55% de femmes. Il y en a beaucoup à temps partiel, donc ce sont des petits revenus. Alors on augmente la prime d'activité, comme vous l'avez vu, mais qui permet d'augmenter le revenu du travail. Mais quand même, il faut faire attention à ça. Et il y a 11 millions sur les 20 millions du salarié du secteur privé qui sont impactés par le SMIC parce qu'il y a un jeu de cascade dans les négociations collectives. Donc vous ne fermez pas le débat. Donc on a ce rapport, on a plein d'autres rapports qui disent d'autres choses. Il ne faut jamais fermer un débat. Mais pour moi, très clairement, il faut être extrêmement prudent sur ce sujet-là. Il faut prendre le temps de la réflexion. Bien. Il faut en mesurer tous les impacts. Et donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour de ma feuille de route de demain matin. Muriel, 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.